Effectivement, il y a eu cette élection du 20 mai. C'était le 20 mai. Il y a eu un triple scrutin. Il y a eu trois élections en même jour. L'élection présidentielle, l'élection législative et les élections communales, donc le même jour. Et puis, disons que l'élection a eu lieu dans une tension vraiment palpable. Et on pouvait sentir la tension parce que pendant la campagne, les principaux partis qui sont le CNDD-FDD et le parti de l'opposition, le CNL, il y a eu vraiment beaucoup d'affrontements physiques entre les membres de ces partis. Et puis, il y a eu aussi des cas d'assassinat des membres des partis de l'opposition. Mais je dois dire aussi qu'il y a eu un assassinat d'un membre du parti au pouvoir au nord du pays, à Kirundo. Il y a eu un membre, Imbonerakure, un jeune du parti au pouvoir qui a été assassiné. Et le meurtre a été imputé aux membres du parti CNR, de l'opposition. Donc, ça a été une campagne vraiment trop mouvementée, tendue, et tout le monde avait peur que ça peut vraiment dégénérer. Et heureusement, l'élection s'est déroulée vraiment d'une manière générale, dans le calme et sur tout le territoire. Bien sûr qu'il y a eu des incidents où des membres de l'opposition ont été arrêtés, des membres de l'opposition qui étaient des mandataires politiques et qui devraient superviser le vote, notamment les membres du Sénat. Ils ont été un peu partout arrêtés. Ils ont été des fois chassés même sur les bureaux de vote pour ne pas vraiment superviser le vote. Donc, la plupart des gens ont qualifié ça comme des actes de fraude parce que dans la plupart des cas sur le territoire national, les mandataires politiques et du parti de l'opposition, CNL, n'ont pas pu vraiment assister au dépouillement des bulletins. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de cas d'irrégularité. Vous le savez, le gouvernement avait coupé toute voie de communication sur Internet, sur les réseaux sociaux, depuis le matin du vote. Et cela aussi a été qualifié comme un des actes de tentative de fraude électorale parce que cela a empêché les membres du parti au pouvoir étaient dotés des moyens de communication, notamment par voie de Motorola. Donc, vous comprenez que il y a eu vraiment des irrégularités de nature à dire que le scrutin n'a pas été vraiment démocratique. Et comme je le disais, dans la plupart des cas, les gens de l'opposition ont été chassés sur le lieu de vote pour ne pas observer le déroulement du scrutin. Et le parti CNL, par exemple, dénonce l'arrestation de plus de 200 membres de son parti sur les lieux de vote. Donc, vous comprenez qu'il y a eu vraiment beaucoup d'incidents. Et puis, bon, comme vous le dites, ce lundi, hier, le 25 mai, la Commission nationale électorale, la CENI, a proclamé les résultats provisoires, effectivement, où le parti CNDD-FDD est déclaré avec 68,72 voix, donc sur tout le territoire. Là, c'est sur les présidentielles. Et le parti CNL vient avec, effectivement, 22 points, 22%, 24% plutôt. Bon, effectivement, le parti CNL crie à la fraude électorale, dénonce ce qu'ils appellent une fraude électorale, et dit que le vote n'a pas été vraiment clair. Mais en même temps, vous comprenez que l'opinion est bloquée parce que seuls les membres de la CENI ont accès à des PV, ont accès à des vrais chiffres. Donc, c'est vrai que l'opinion garde généralement qu'il y aurait eu fraude électorale, mais il est aussi tout à fait difficile de pouvoir vérifier et démontrer cette fraude. Gwassa a dit qu'il va essayer de saisir la Cour constitutionnelle, mais vraiment, tout le monde s'accorde à dire que c'est une peine perdue parce que la justice au Burundi n'est pas indépendante. Le président de la Cour constitutionnelle, c'est un membre zélé du parti au pouvoir. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas vraiment grand espoir que cette Cour puisse modifier les résultats. Non, franchement, non, franchement, non. Par contre, on voit toujours un calme sur tout le territoire. Au fait, il y aurait eu risque de violence si le leader Gwassa Agaton pouvait appeler ses militants à résister à une résistance populaire, à dénoncer cette fraude, par exemple en procédant à des manifestations
publique, par exemple, en procédant à une résistance populaire sur tout le territoire. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, donc c'est pour cela que je dis qu'il n'y a pas vraiment risque de violence sur le territoire burundais. Par contre, il y a violence effectivement dans le sens, il y a violence, il y a violence, et je disais qu'il y a violence dans un sens unique, dans le sens où c'est le régime qui arrête les gens injustement, dans le sens que c'est le régime qui emprisonne les gens de l'opposition injustement, et dans le sens où c'est les agents de l'État qui tuent, qui exécutent les gens d'une façon extrajudiciaire. Ça, c'est le quotidien des Burundais depuis la crise de 2015. Donc, ce n'est pas du tout nouveau. Au Burundi, on observe une violence à sens unique où c'est l'État, c'est le régime qui tue les citoyens, qui tue les opposants. Non, franchement, il n'y a pas 15 ans de gouvernance, plutôt 15 ans de dégringolade de l'économie nationale, et on a 15 ans d'appauvrissement total de la population. Il y a 15 ans de corruption généralisée dans toutes les institutions de l'État. Vous pouvez le remarquer dans tous les rapports internationaux, dans les rapports de la Banque mondiale, le Burundi n'a cessé de reculer. Vous allez le voir dans le classement mondial, dans le terme d'indice pour le développement, vous allez voir que le Burundi n'a cessé de reculer en arrière depuis les 15 ans. Le Burundi, sur le plan éducation, n'a cessé de chuter. Vous allez le voir dans les rapports de l'UNICEF. Donc, c'est vraiment 15 ans d'un bilan chaotique, catastrophique pour le peuple burundais, mais aussi pour vraiment l'avenir